Donc, on avait vu dans la leçon précédente comment on peut modéliser des panneaux. On a vu qu'on peut venir cliquer sur le bouton qui est là. On a deux méthodes, soit la méthode du pointeur, soit la méthode donc des listes d'objets qu'on pourra venir nous-mêmes sélectionner de sorte à créer toujours un contour fermé pour modéliser un panneau. Sinon, je ne pourrais pas modéliser un panneau. Robot a besoin d'avoir un contour qui est fermé ou bien des côtés qui sont fermés, un polygone avec plusieurs côtés, autant de côtés que vous voulez, mais que ça soit fermé. Donc, c'est vrai que la liste d'objets, c'est plus courant. Donc, la méthode de liste d'objets, c'est plus courant parce que c'est plus pratique. Mais imaginez que vous avez donc une cinquantaine de côtés à sélectionner. Ça devient plus pratique. Donc, ça va plus. Et puis, on a trouvé une troisième méthode encore qui est plus professionnelle. Et cette méthode-là consiste en le contour que vous trouvez ici. Donc, c'est donc polyline ou bien un contour qu'on pourra dessiner. On avait déjà vu l'option de la ligne. Et puis, vous avez aussi l'option du polyline et du contour. La différence entre les deux, c'est que le contour, le premier point du contour et le dernier point du contour doivent être les mêmes. Ça doit être un contour qui est fermé. C'est ce qui nous arrange à nous de dessiner un contour qui est fermé, de sorte à pouvoir avoir une zone qui est fermée pour que le robot puisse la détecter. Et puis une fois j'aurai un contour formé, je vais avoir un objet en fait qui va se former. Je peux le remettre ici. J'aurai juste un seul objet qui va être dans la liste d'objets, c'est tout. Pas besoin d'avoir plusieurs côtés. Ça, je vous parle dans le cas des contours ou bien des panneaux où vous avez vraiment trop de côtés, ça devient pas plus pratique de venir sélectionner tous les objets pour former le contour. Donc si on essaye ici un exemple, je vais donc ici venir commencer à dessiner mon contour. Donc imaginons je vais me mettre en perspective, je vais choisir ce plan-là, le plan de droite, voilà. Et je vais dessiner mon contour. Donc, imaginons que je vais dessiner quelque chose comme ça. Donc, j'exagère évidemment. Je suis en train de dessiner vraiment beaucoup de côtés. Donc, incliné ou non. Donc, je suis en train de faire un contour. Voilà. Puis, je fais comme ça. Et puis, lorsque je ferme, vous allez voir que le contour va se former. C'est un contour qui est fermé. Donc, il doit à tout prix avoir le premier point et le dernier point de votre contour qui sont les mêmes. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord? Donc, si je regarde un peu ce qui se passe en 3D, donc voilà en fait mon contour qui a été formé. Vous le voyez ici sur la façade. Et maintenant, si je reviens au bouton panneau, donc voilà, et je viens dans la liste d'objets, je peux venir sélectionner mon contour qui va être nommé en fait 285 bord 1, quelque chose comme ça. Donc, je peux le mettre ici, il s'appelle 285. Et je clique sur ajouter. Et voilà mon panneau. Donc, vous voyez bien que je peux faire ce que je veux. C'est vrai que c'est pas réaliste quand même, mais il y a des façades où on a des refends qui sont quand même très compliqués à modéliser. Et on se trouve obligé de dessiner nous-mêmes notre contour de sorte à avoir quelque chose qui est autant que possible cohérent avec la réalité. Donc, voilà en fait la méthode pour dessiner donc un panneau qui est quand même assez professionnel. Ne vous en faites pas, il y aura toujours encore une fois un lien entre les panneaux et les éléments qui sont à côté. Ça veut dire que par exemple la poutre, prenons la poutre celle-ci, ou bien le poteau qui est là. Donc le poteau, il est quand même le plan moyen du poteau. N'oubliez pas que le panneau c'est une feuille, donc il passe par le plan moyen du poteau. Donc les deux sont connectés très bien, d'accord? Et que le poteau se trouve dans ce cas-ci appuyé de là jusque là sur ce panneau-là. Donc il n'y aura pas de flèche parce qu'il y a le contreventement, bien le refend si vous voulez que je dessine, qui ressemble à une forme qui est un peu bizarre et qui retient la déformée de ce poteau jusqu'ici. Et de là jusque là, vous avez un poteau qui est libre, donc là il pourra faire une flèche. Donc vous voyez comment le robot va travailler. Il est là, il suppose que tous les éléments sont bien connectés et que si je viens par exemple vous dessiner ici un maillage, donc une dalle comme ça, donc voilà, et que vous avez des ouvertures ici par exemple, ou bien un mur comme ça, ou bien un mur refend comme ça, peu importe. Tant que vous avez le tout dans le plan moyen, dans le même plan moyen, il y aura la modélisation, je vais prendre une autre couleur, la modélisation du maillage par la suite,
et que robot, si je prends le maillage ici du mur là, il va venir dessiner ici des nœuds de sorte à bien intégrer mon mur ou bien mes éléments verticaux avec les éléments horizontaux qui sont en fait les panneaux. Donc c'est ce qui fait que c'est vraiment très très pratique. Il faudra bien faire attention de tout modéliser comme il faut. Le but est d'avoir en fait un panneau qui se trouve dans le plan moyen de vos éléments qui existent déjà, comme c'est le cas ici. Donc vous voyez comment le panneau il est intégré dans le plan moyen de notre structure. Donc voilà comment on modélise les panneaux. Donc il y a trois, si vous voulez, trois méthodes. La méthode du point interne, la méthode des listes d'objets. Je viens moi-même sélectionner la liste d'objets que je veux, le contour si vous voulez, moi je le sélectionne. Il faudra pour le point interne principalement se mettre dans une vue en plan, alors que pour la liste d'objets, il n'y a pas de souci, on peut se mettre en 3D, il n'y a pas de problème. Et la troisième méthode la plus professionnelle, c'est d'utiliser le contour. On vient dessiner un contour fermé, et puis après, il y aura un contour qui va se nommer, donc il y aura un numéro pour ce contour que je peux venir sélectionner et j'aurai dans la liste d'objets, au lieu d'avoir plusieurs éléments que je sélectionne, je vais avoir juste le numéro de ce contour-là auquel je vais appliquer, donc ajouter plutôt mon élément qui est le panneau. D'accord? Et rappelez-vous que c'est un panneau, ce n'est pas un mur ni une dalle. Pour nous, c'est un mur ou une dalle, mais pour robot, c'est un panneau. Donc c'est une feuille si vous voulez. Et que évidemment cette feuille-là, ce panneau-là va travailler en tant que refend s'il est vertical et il va travailler en tant que dalle s'il est horizontal. Maintenant, on sait très très bien comment modéliser un panneau, mais évidemment c'est pas suffisant. On doit savoir, avant de dessiner quoi que ce soit, on doit savoir l'épaisseur, on doit savoir le matériau, on doit savoir quel est le type de cette dalle. Et puis vous avez en bas 4 caractéristiques. Vous avez le ferraillage, le matériau, l'épaisseur et le modèle. D'accord? Si on commence par l'épaisseur, donc je vais quand même effacer là les panneaux qu'on avait déjà dessinés. C'est des panneaux qui étaient donc affectés par des caractéristiques que c'est pas qu'on n'avait pas choisi nous-mêmes. Donc je vais tout effacer. On va aller voir ici l'épaisseur. Au niveau des épaisseurs, vous avez une épaisseur par défaut, donc qui est écrit donc TH30, donc pour thickness en anglais, et puis c'est en béton. Très bien, moi je veux pas cette épaisseur, je veux une autre que je vais quand même moi-même développer. Je clique sur le bouton des 3 points ici. Et puis voilà, je vais avoir ici donc une nouvelle fenêtre qui concerne la nouvelle épaisseur. Vous avez ici le nom de la dalle que vous pouvez faire entrer par vous-même. Vous avez ici la couleur, c'est automatique, vous pouvez faire automatique ou bien choisir par vous-même la couleur voulue. Et vous avez ici donc l'épaisseur à mettre. Si je mets une épaisseur de 25, vous regardez bien que le nom n'a pas changé. C'est pas comme le cas des barres, c'est à nous de venir changer le nom, d'accord? Parce que donc au niveau des épaisseurs, je peux avoir plusieurs dalles, il n'y a pas de différenciation entre dalles et refend, donc c'est à moi de venir vraiment mettre un nom qui me convient le mieux pour une épaisseur de 25. Je peux venir dire que voilà, ça c'est un mur de 25 que j'ai besoin de créer. Et je peux venir ici choisir une épaisseur qui est uniforme. Vous avez le choix aussi, donc vous voyez ici un schéma qui explique le tout. Vous avez aussi le choix d'une variable par 2 points. Vous avez ici une épaisseur qui change, donc H1 et H2. Et vous devez en fait faire entrer les coordonnées ici avec les épaisseurs au niveau de chaque point. Donc ça c'est dans le cas où vous avez des dalles où il y a des pentes. Et vous avez une variable par 3 points. Donc là c'est vraiment une variable, aussi une pente qui est quand même particulière. Et vous devez faire entrer les 3 points avec les épaisseurs pour chaque point. Nous on va évidemment adopter le cas d'une dalle uniforme de 25 cm par exemple. Je vais le nommer mur pour ce moment. Et puis après en bas vous avez le même principe. Comme pour le cas des inerties des barres, vous devez quand même, il y aura une réduction à faire. Rappelez-vous que là, on travaille, donc robot considère que c'est un matériau homogène, non fissuré, alors qu'en réalité c'est pas le cas, c'est du béton armé, donc il va se fissurer, et donc il y aura un moment où le béton fissuré ne va plus travailler, et ce sont uniquement les armatures qui vont travailler. Et donc, dans ce cas-là, on doit considérer une inertie qui va changer, parce que c'est plus une inertie BH3 sur 12, c'est une inertie qui est réduite par rapport à BH3 sur 12. Et là, moi, c'est à moi de venir mettre le coefficient. Si je mets 0,7 IG, ça veut dire que je considère que j'ai pour ma dalle 70% du BH3 sur 12. BH3 sur 12 étant en fait l'inertie
homogène, d'un matériau homogène, avant fissuration. Alors qu'en réalité, c'est pas le cas encore une fois, c'est du béton armé, ce n'est pas de la structure métallique. Et donc, on considère qu'il y a toujours du béton fissuré et qu'à un certain moment, il y a des armatures uniquement qui travaillent. Au niveau de la partie tendue et au niveau de la partie comprimée, il y a le béton qui travaille. Et donc, je vais devoir trouver une nouvelle inertie de ce nouveau matériau qui est constitué du béton en haut, si je suis dans un moment positif, et des armatures en bas qui sont tendues et que ça va changer, tout dépend à quel point j'ai un béton qui est fissuré. Bref, c'était une petite parenthèse pour expliquer l'importance de cette inertie. D'accord? Donc ça, je vais enlever pour le moment. On est en train de travailler sur un modèle qui est simple. Ici, on peut choisir le matériau. Donc si je viens mettre le C3037, ça veut dire que je vais avoir pour ce mur-là que j'ai créé, un matériau qui est égal à C3037, avec une épaisseur de 25. OK? Donc je vais cliquer sur Ajouter. Et vous allez voir, au niveau de la librairie des épaisseurs, qui est ouverte aussi ici, vous allez voir qu'on avait déjà l'épaisseur par défaut qui était créée, et puis vous avez une épaisseur qu'on vient de créer maintenant, que j'ai nommée mur 25. Si je viens et je crée, par exemple, encore une fois, donc cette fois-ci, dalle 25. Et je vais mettre ici, dalle 25 cm, et là je vais mettre 25 cm. D'accord? Et le reste, je vais garder tel quel. Je vais mettre ici un C3037, je vais ajouter. Je m'assure, si je veux m'assurer que tout va bien ici, je peux venir faire un double clic sur le mur. Donc, regardez bien. Donc, je fais un double clic et puis ça va s'ouvrir. D'accord, ici. Si j'ajoute encore, donc si je viens et puis je clique dalle 30 cm et que je mets ici un 30 cm, je vais avoir cette dalle qui va se créer aussi. Je vais ajouter. Pareil, vous voyez comment le tout s'ajoute ici. Et pareil au final, donc par exemple, mur 30 cm. Et je vais ajouter ici, donc c'est le 30, je laisse le tout pareil et je vais ajouter. Et voilà en fait notre mur qui apparaît. Je vais cliquer sur fermer et je peux venir ici, choisir mes épaisseurs. Vous allez voir en fait que j'ai toutes les épaisseurs que j'ai choisies moi-même, plus celle qui est là par défaut. D'accord? Et vous voyez d'ailleurs, lorsque je choisis par exemple cette dalle-là, vous voyez le matériau qui est déjà ici, il s'est éteint, je ne peux pas le changer parce que je l'avais déjà défini ici, en choisissant mon matériau de ce côté-là. Donc, n'oubliez pas qu'il y a aussi les propriétés par défaut qu'on est allé faire entrer au niveau des outils dans la préférence de la tâche et puis qu'on peut venir modifier ici pour chaque dalle et que tout se met ici en cachet si vous voulez lorsque je choisis l'épaisseur ici donc que j'ai déjà défini via les 3 points qui sont là. Donc, voilà. Pour la leçon prochaine, on va voir quand même l'autre propriété ici. Donc, on a vu ici, c'est la dalle uniforme. Et là, on pourra voir la dalle orthotrope. C'est quoi la différence? D'accord? Donc, pour résumer ce qu'on a fait dans cette leçon, on est allé voir une troisième méthode qui est plus professionnelle concernant le dessin d'un panneau. C'était en définissant un contour qui est fermé, qui sera intégré sous forme d'objet dans Robot et que après moi je prends cet objet et je le mets dans liste objet ici et que je n'ai qu'à mettre uniquement le numéro et qu'après Robot va prendre ce numéro et puis il va lui affecter un panneau. Et puis après, on a vu que avant, évidemment, de dessiner n'importe quel panneau, il y a des caractéristiques à lui appliquer. On a commencé par voir l'épaisseur. On est allé voir comment on peut définir une épaisseur de dalle en cliquant sur les 3 points. Et après, on est allé voir ici le matériau qui va être affecté avec la liste qui va se créer en parallèle. Une dernière chose pour rappel encore, lorsqu'on dessine une dalle, vous avez intérêt autant que possible, si vous avez un plan qui est commun, de faire la dalle sur tout ce plan pour ne pas avoir plusieurs panneaux qui vont se créer. Sauf si vous avez par exemple une différence d'épaisseur entre des dalles, ou bien vous avez une différence de chargement entre les dalles, ou bien aussi vous avez une différence de donc si vous avez des particularités qui sont différentes d'une dalle à une autre, vous pouvez quand même dissocier vos panneaux de cette sorte. Par exemple, vous allez avoir une dalle ici, panneau 1 si vous voulez, panneau 2 et panneau 3. Chaque panneau aura une particularité. Mais c'est uniquement dans le cas où vous avez vraiment un changement de caractéristiques des dalles. Mais si vous n'avez pas, je vous conseille de ne pas considérer plusieurs panneaux en dessinant plusieurs parties de votre panneau. Essayez autant que possible de dessiner un seul contour ou bien de spécifier un seul contour de sorte à avoir par plan, au niveau de chaque plan horizontal,
un seul panneau. Et de cette manière-là, ce panneau, lorsqu'il va, lui être affecté un maillage, ce maillage va prendre en compte toutes sortes d'ouvertures ou bien d'éléments verticaux qui percent cette dalle et tout va être bien connecté d'une manière qui est continue, comme on l'a mentionné dans la leçon précédente. Donc, si on regarde maintenant un autre type de dalle, on avait vu qu'on peut venir changer donc l'épaisseur des dalles en cliquant sur le bouton qui est là. On a en fait deux options, donc l'option uniforme, l'option autotrope. Donc uniforme, ça veut dire qu'on a une dalle qui est isotrope et qui travaille dans les deux sens. Et puis c'est le robot qui vient donc choisir et décider comment les charges sont distribuées. Ça peut être des fois dans un seul sens, des fois dans les deux sens, des fois d'une manière exactement, donc même chose dans les deux sens, des fois non. Donc voilà, c'est uniforme et c'est le robot qui décide comment il distribue les charges. Et puis après, on a un autre type de dalle. C'est une dalle orthotrope. Et puis là, vous voyez qu'on a le choix de faire plusieurs designs de dalles. Ça peut être là une dalle qui est nervurée avec des corps creux ici dans les vides. Et vous avez en fait les dimensions à introduire ici. Donc par exemple, le A, qui est en fait l'équivalent de cette dimension-là, normalement on la prend égale à 52. Ensuite, donc c'est en centimètres. Vous voyez, c'est en centimètres. Le H étant l'épaisseur de la dalle, peut être égal des fois à 8 cm, ou bien à 6 cm même. Le HA, c'est l'épaisseur totale de la dalle, qui peut être égal à, si vous avez un corps creux de 24, plus une dalle de 6, ça fait au total 30. Et le A1 étant donc l'épaisseur de la nervure, comme c'est indiqué ici, qui peut prendre une valeur de 12 à 15, donc on peut mettre ici un 15. Voilà. Donc, ce qui est quand même spécial dans ça, c'est que c'est pas évident de venir quand même modéliser une dalle orthotrope sur robot. Parce que dans un plancher qui est relativement assez grand, disons une surface de 400-500 mètres carrés, venir dimensionner ou bien modéliser un plancher qui n'est pas un plancher uniforme, ça va quand même compliquer les choses et que c'est pas évident de le faire, ça va prendre un temps fou, mais pour un résultat qui est quand même limité. Pourquoi? Parce que avec les dalles orthotropes, avec tout ce qui est panneau orthotrope, robot se limite au calcul RDM. Ça veut dire qu'il nous donne à la fin les moments, les distributions des sollicitations et c'est tout. On peut pas aller faire un design des poutres nervurées dans une dalle orthotrope. Donc c'est à nous d'aller reprendre ces moments, ces distributions de charges et puis après faire un calcul à la main en utilisant le module robot, le module des bétons armés robots. Donc vous voyez, ça s'arrête un peu ici. Et d'ailleurs, c'est compliqué de le modéliser, surtout si on a plusieurs étages. Donc je vous conseille, lorsque vous avez des dalles qui ne sont pas uniformes, de modéliser une dalle qui est équivalente. Ça veut dire, si je viens par exemple vous donner une dalle qui ressemble à ça, et puis vous avez ici les corps creux en principe, comme ça, et que voilà, vous avez en principe le béton qui est rempli ici. Donc ce qu'on peut faire à la limite, venir prendre une hauteur équivalente, ça c'était la hauteur totale d'avant, la hauteur équivalente va être égale à quoi? Donc j'avais en fait, disons, ici j'avais une épaisseur de 6, et là j'avais une épaisseur de 24. Ce qu'on peut faire, c'est prendre par exemple un 6 plus 12, 12 étant la moitié de la hauteur des corps creux, plus aussi un 2 cm par exemple, l'équivalent des poutres noyées. Parce que rappelez-vous que dans un plancher col creux, on a aussi des poutres noyées. Et donc je peux venir dire par exemple que là j'ai un équivalent d'une épaisseur de dalle de 20 cm. Au lieu de dire que j'ai une dalle qui est orthotrope, qui ressemble à ça. C'est vrai que si je fais ça, je considère que j'ai une dalle uniforme, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. C'est une dalle orthotrope. Rappelez-vous, c'est quoi orthotrope? Ça veut dire que les caractéristiques changent selon les deux axes. Dans ce cas-là, quand je dis caractéristiques, ce ne sont pas le E et le nu. C'est pas la rigidité donc du module Young, je veux dire, ou bien du poisson, du module de poisson. Ce sont les mêmes, ces deux-là, dans les deux directions. Ce qui change, c'est plutôt les inerties. Et donc, vous voyez bien que dans un sens, dans le sens en bleu par exemple, vous avez une inertie qui est assez grande,
qui est l'inertie des nervures, alors que dans le sens envers ici, vous avez l'inertie uniquement de l'épaisseur de la dalle, ce qui normalement pose un problème parce que vous n'avez pas les mêmes caractéristiques dans les deux sens. Et donc si j'ai une inertie dans ce sens qui est assez grande et dans l'autre sens non, je vais devoir assurer un appui dans l'autre sens parce que si jamais j'ai pas d'appui, le robot va venir chercher un appui et faire travailler l'épaisseur de la dalle qui est très petite et je vais avoir des problèmes parce que c'est pas suffisant. Donc ça veut dire que si on vous donne un plan comme ça, disons un plan avec des balcons ici et que voilà, vous avez aussi un balcon ici. Vous avez peut-être une cage ascenseur ici et puis vous avez aussi une cage escalier ici. Vous avez ici les marches. Donc, ce qu'on fait, imaginons qu'on vient mettre un plancher nervuré pour ce balcon, donc avec les nervures dans ce sens. Et puis après, on vient mettre un autre plancher nervuré pour ce balcon avec les nervures dans ce sens. On voit bien que les nervures, elles doivent être appuyées quelque part. Et donc, imaginons que là j'ai un poteau, et là j'ai un poteau, et que là aussi j'ai un poteau, et là j'ai un poteau. Donc, je dois avoir une poutre quand même qui s'étend, disons, de là à là, une autre de là à là, une poutre qui s'étend de là à là, de sorte à ce que mes nervures qui sont là puissent s'appuyer sur ces poutres en rouge, de l'appui qui est là jusqu'à l'appui qui est là, et puis là, elles sortent en porte-à-faux. Donc, c'est pas évident. Si on veut modéliser un plancher donc orthotrope, dans ce cas-là, par exemple, je vais avoir, donc, disons, toute cette zone qui est une zone qui travaille dans ce sens, alors que dans l'autre partie, ça c'est une autre dalle que je vais devoir modéliser et qui travaille dans l'autre sens. Et là, je vous montre un plancher qui est petit. Juste imaginez le cas où vous avez un plancher qui fait 400, 500, 600 mètres carrés. Ça devient vraiment une tâche qui est très très difficile pour modéliser un plancher qui est orthotrope, par exemple dans le cas des dalles nervurées. Il faudra mettre des appuis aussi. Donc à la place de tout ça, ce qu'on peut faire, on peut venir modéliser une dalle équivalente, ayant une épaisseur équivalente. Et donc je passe au module plutôt à la dalle uniforme. C'est vrai que je n'aurai pas une bonne distribution des charges sur mon plancher parce que c'est pas un plancher uniforme. Mais par contre, j'aurai au niveau des descentes des charges, au niveau des poteaux, ça veut dire les poteaux qui sont là, ce poteau-là, si je le considère avec une dalle pleine contre une dalle qui est nervurée, le résultat ne va pas trop changer par expérience. Et s'il ne change pas, ça veut dire que c'est quand même suffisant pour moi parce que rappelez-vous, un modèle sur robot, c'est principalement pour les éléments verticaux, ça veut dire les refends, les poteaux et les fondations. Je fais ça principalement pour les éléments verticaux. Tout ce qui est horizontal, au lieu de venir modéliser un plancher qui est tellement compliqué, avec un système d'étages où j'ai par exemple 20 étages, ça rend le système très lourd, très compliqué. Au lieu de faire tout ça, je peux prendre juste un seul étage et le modéliser à part sur un autre module de robot à part. Et c'est un étage qui se répète, c'est la même chose partout. Donc je n'ai pas ce grand problème et je peux quand même retirer les résultats que je veux. Ou bien on peut le faire aussi à la main. Je peux retirer les distributions des charges sur mes nervures et puis après je remets le tout sur le module robot pour chercher les armatures. D'accord? Et d'ailleurs, rappelez-vous que là, avec la dalle orthotrope, il y a plusieurs directions. Ça veut dire que moi, on avait dit que là, je dois faire travailler le plancher dans la direction horizontale. Et là, c'est la direction verticale. Et pour changer ceci, je vais devoir aller cliquer sur direction X. Vous voyez ici, je peux faire travailler suivant l'axe X. Ça veut dire les nervures vont être confondues, ou bien plutôt pas confondues, parallèles à l'axe en bleu. Suivant l'axe Y, ça va être parallèle à l'axe Y, etc. D'accord? Donc, il y aura quand même un choix à faire. Je peux avoir dans un même plancher plusieurs directions, ce qui va rendre le calcul très très lourd, un calcul qui est très très long. Et puis, je suis en train de sacrifier, donc de perdre mon temps. Pourquoi à la fin? Pour avoir uniquement les résultats RDM seulement pour la dalle orthotrope. Alors qu'avec la dalle uniforme, je peux aller jusqu'au bout avec robot. Je peux aller avec les résultats de ferraillage et le résultat du design, pas uniquement les résultats de l'analyse, comme c'est le cas dans les dalles orthotropes. D'accord? Donc, vous voyez ici, vous avez plusieurs types aussi
de plancher. On peut avoir vraiment une certaine quand même grande variété. Plancher alvéolaire, donc ça c'est un plancher qui est bien utilisé, c'est un plancher principalement pré-contrainte. On peut avoir donc d'autres planchers, donc ça c'est quand même un plancher qui est assez rare. Celui-là c'est pour les poutres croisées. Donc je vous conseille dans le cas de ces dalles qui sont relativement compliquées de prendre une épaisseur équivalente si vous voulez en termes de masse, comme on l'a fait ici. Donc je vais avoir un 20 cm au total, d'aller modéliser votre dalle en tant que dalle uniforme. Et puis après, la descente de charge sera la même, donc presque la même, j'aurai pas de problème. Moi, je m'intéresse particulièrement aux éléments verticaux de mon système, de mon modèle. C'est ce qui m'intéresse. Et puis après, sur un autre module, vous pouvez aller modéliser votre dalle orthotrope seule, un seul étage, parce que les étages se répètent des fois, pour la plupart des cas, et vous allez avoir les distributions que vous avez envie d'avoir selon le module d'un seul étage, ou bien la modélisation d'un seul étage. Parce que dans ce cas-là, encore une fois, on s'arrêtera au niveau des dalles, uniquement au calcul RDM. On ne pourra pas aller voir dans les dalles orthotropes le calcul jusqu'au bout, ça veut dire le calcul qui concerne le ferraillage et le module béton armé. D'accord? Donc, encore une fois, on s'intéresse principalement aux éléments verticaux, ça veut dire les refonds, les poteaux, les fondations. Ok? Donc, voilà. Vous avez ici encore une fois toutes sortes, vous pouvez aller les voir, trapézoïdales, ondulées, donc ce sont vraiment d'autres types. Et encore une fois, gardez en tête que si vous choisissez de modéliser une dalle orthotrope, vous êtes en train de rendre le calcul relativement compliqué, parce qu'après tout, si vous regardez ici, on travaille par matrice de rigidité. D'accord? C'est uniquement matrice de rigidité selon X et selon Y. Par exemple, vous voyez ici que là, j'ai un 444-2307 kN par mètre, alors que dans l'autre sens, j'ai un 206-25-00, donc c'est beaucoup plus petit. D'accord? Donc, c'est juste que vous êtes en train de changer les inerties, les rigidités, et Robot considère tout ça en termes de matrice de rigidité. Il ne considère pas qu'il y a des nervures, au vrai sens du mot, qui sont dessinées. Il considère que j'ai un changement de rigidité. Et s'il ne considère pas qu'il y a vraiment des nervures dessinées, ça veut dire qu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout avec vous dans le design. Il ne pourra pas vous donner le ferraillage de ces nervures comme vous le souhaitez. Il travaille uniquement en termes de rigidité. Rigidité membranaire, rigidité flexionnelle et rigidité de cisaillement. D'accord? Donc c'est comme ça qu'il traite le cas des dalles orthotropes. Contrairement aux dalles uniformes, on pourra aller jusqu'au bout. Donc je vous conseille toujours de trouver une équivalence lorsque vous faites le travail d'une dalle dans un projet complet. Et si vous voulez aller voir les résultats en détail pour une dalle orthotrope, soit le faire à la main et le reporter sur le module béton armé de Robot, soit aller le faire seul, modéliser la dalle toute seule dans un autre module, de sorte à ce soit relativement léger pour que Robot puisse vous remettre des résultats assez rapidement et de manière assez efficace. D'accord? Donc voilà pour cette leçon. On a vu qu'il y a d'autres types de dalles. On peut venir déterminer aussi leur nom, la couleur et tout, et puis la direction, les dimensions. Mais rappelez-vous que vous n'allez pas avoir à la fin un détail du béton armé de cette dalle, parce que Robot travaille en termes de rigidité. Il considère qu'à la place de tout ça, j'ai des rigidités dans deux sens que je considère en termes de flexion, de cisaillement, et que vous trouvez ici en termes de membranaire aussi, rigidité membranaire. Donc à la fin, vous allez vous arrêter aux caractéristiques RDM seulement, résistance des matériaux, résultats, analyse, c'est tout. Et on va pas quand même pouvoir aller regarder les résultats du dimensionnement. Donc voilà pour cette leçon. Si on veut maintenant modéliser un radier, donc c'est quoi la différence entre une dalle et un radier? Normalement, avec Robot, c'est la même chose, sauf que un radier, on lui associe un ressort. Pourquoi un ressort? Parce qu'on considère que le radier est appuyé sur un sol, et pour modéliser l'effet du sol, on met un ressort. Donc on dit que le sol a une réponse élastique linéaire. Est-ce que c'est vrai à 100%? Sûrement que non. Mais on est en train de simplifier les choses en considérant que j'ai une réponse élastique linéaire et que j'ai un ressort à rigidité constante sur mon sol. Et puis, cette rigidité constante, elle est définie par ce qu'on appelle un KZ. C'est le coefficient d'élasticité qui représente la raideur du sol. Et puis, c'est quoi la différence entre un appui normal et un appui avec un ressort? C'est que l'appui normal, il reprend les réactions avec un déplacement qui est nul.
alors que l'appui avec ressort, il reprend un déplacement qui est inversement proportionnel à la rigidité. D'accord? Donc pour en fait développer un radier, ce qu'on va faire, on va venir donc cliquer sur le panneau ici, et puis si je viens cliquer sur l'épaisseur ici, la différence c'est que je vais choisir toujours uniforme, je vais venir nommer ici mon radier, donc je vais le nommer disons radier, et je vais prendre une valeur de l'épaisseur qui est égale à 45 cm par exemple. Je mets ici 45 cm. Le reste est pareil, sauf que là, on va devoir introduire les paramètres de l'acidité du sol. Si je clique là-dessus, et donc je viens juste, si vous voulez allumer ce bouton-là, je clique sur le bouton et vous allez avoir les paramètres du KZ à définir. Normalement, ces valeurs-là s'étendent entre 6000, 7000 jusqu'à arriver à 100 000. 100 000 étant la raideur d'un rocher non fissuré. Que veut dire ce coefficient? Si par exemple, je mets une valeur de 10 000, ça veut dire que si je viens charger une surface de sol de 1 mètre par 1 mètre, donc de 1 mètre par 1 mètre carré, donc c'est une surface, et je viens charger cette surface par 10 000 kN, ça veut dire que je viens charger cette surface par 1000 tonnes si vous voulez, cette surface du sol, elle va tasser de 1 mètre. C'est pour cela que j'obtiens 1 mètre cube ici. D'accord? Donc, il faudra quand même avoir une bonne valeur, donc qui sort principalement des essais de pression, donc essais pressiométriques sur le sol. Si je clique ici, donc si je viens cliquer sur les coefficients, vous avez ici un petit moyen de venir un petit peu donc avoir une idée de votre KZ que vous pouvez introduire, donc en choisissant ici votre type du sol. Et puis là, le KZ, évidemment, il dépend de dimension de votre semelle, d'accord? Vous pouvez changer ici le type de semelle. Si vous choisissez, par exemple, un 2 mètres par 2 mètres, vous allez avoir un coefficient, donc je mets ici le chargement estimé de la fondation, je vais avoir un coefficient qui est égal à ça. Et puis si j'augmente, si je vais mettre un 3 par 3, ce qui va se passer, c'est que vous allez voir la rigidité diminuer. Pourquoi elle diminue? Parce que le KZ dépend de la surface. Plus j'ai une surface qui est grande, plus j'aurai un tassement qui va être accentué parce que la surface est plus grande et donc les surfaces de sol en dessous de cette semelle vont être affectées par un tassement qui est plus grand que si j'avais des dimensions de ma semelle qui étaient plus petites. D'accord? Vous pouvez venir jouer avec ça, ou bien sinon, on peut venir fermer et puis introduire par nous-mêmes la valeur du KZ, qui est en fait une valeur qui provient du rapport de sol. Et puis, gardez en tête que plus vous introduisez une valeur qui est petite, plus vous allez avoir des résultats de moments qui sont plus grands, parce que on est en train de diminuer la rigidité. Plus KZ augmente, plus je vais avoir des moments qui sont petits. Et remarquez bien que ça, c'est le KZ dans le sens Z. On a aussi les élasticités tangentes, donc le KX et le KY, ce sont des facteurs très difficiles à considérer, donc on les garde quand même nuls. Et puis je vais cliquer sur ajouter, et voilà, c'est terminé. Je clique sur ajouter, je choisis ici donc le matériau du radier, donc c'est facile, on sait comment le faire. Je vais cliquer sur ajouter, et je vais fermer. Vous voyez maintenant que le radier a été ajouté ici. D'accord? Donc la seule différence entre un radier et une dalle, c'est qu'au niveau du radier, je vais avoir les paramètres de l'acidité du sol qui sont activés. Une chose, quand est-ce qu'on fait un radier encore? Lorsqu'on a un cas particulier, pourquoi on fait un radier et non pas des semelles? Donc lorsqu'on a un sol qui a une capacité qui est modérée, on a intérêt à faire un radier. Lorsqu'on a par exemple une tour à plusieurs étages, multiples étages, on a aussi intérêt à faire un radier. Et lorsqu'on a de l'eau dans le sol, alors là c'est vraiment critique, même si on a un bâtiment résidentiel de quelques étages et qu'on a de l'eau dans le sol, on a intérêt à faire un radier parce que si on fait des semelles, on risque d'avoir l'eau qui va venir s'infiltrer au niveau de la dalle au sol et on n'a pas intérêt à avoir ça. Par conséquent, on fait un radier et puis après on met une membrane qui vient englober le tout de sorte à protéger le bâtiment de l'eau qui pourra intervenir. D'accord?
Donc voilà pour les raisons derrière lesquelles normalement on utilise un radier. Et voilà comment on peut modéliser un radier ici, tout simplement en lui affectant un ressort ou bien une rigidité élastique avec le coefficient Kz qui représente en fait le coefficient d'élasticité qui représente la raideur du sol. Ça n'a pas, ce n'est pas en lien avec la capacité du sol. C'est pas la même chose, d'accord? Gardez en tête, c'est pas la même chose. Le coefficient Kz, c'est un coefficient qui nous donne en fait une valeur de kN par mètre cube. C'est une valeur qui dépend des déplacements. Donc, il nous donne un petit peu la valeur d'un déplacement que le sol pourra avoir lorsque je lui applique un chargement. C'est un appui. Alors que la capacité du sol, c'est plutôt donc la résistance du sol au chargement qui lui est appliqué. Donc, ce sont deux choses différentes qu'on pourra avoir grâce à un rapport géotechnique. Ou bien sinon, on peut aller cliquer sur ce coefficient qui est là. On peut venir mettre les couches de notre sol, on peut les ajouter comme on veut ici. Et puis après, je choisis évidemment les dimensions de ma semelle. Donc, je peux quand même approximer un petit peu les choses. Je vais avoir un peu une valeur, une idée de mon kz. Vous avez intérêt, encore une fois, à mettre un kz qui est petit. Comme ça, vous allez avoir des moments qui sont plus grands. Et donc, vous allez être du côté de la sécurité. Donc, voilà pour tout ce qui se rapporte au radier pour cette leçon. On avait introduit dans la séance précédente donc le facteur kz. On avait dit que voilà, si on a un sol qui est mauvais, on a intérêt à venir donc mettre un 10 000 ou bien 6 000, 7 000 en termes de valeur. Rappelez-vous cette valeur, on avait accès à cette valeur-là via le paramètre de l'élasticité du sol, qui est le kz ici. Donc on avait intérêt à mettre, donc par expérience, si on a un sol mauvais, entre 6-7 000 ou bien 10 000 à la limite. Si vous avez un bon sol, par exemple, qui a une capacité portante de 3,5 kg par centimètre carré, par exemple, on peut mettre un 30 000. Si on a un sol rocheux, donc là, on pourra aller quand même à des valeurs de 80-90 000. Évidemment, tout se passe selon des tests qui sont assez compliqués à faire. Et donc, on doit se baser quand même sur une valeur qui est assez proche de la réalité, parce que rappelez-vous, plus le kz augmente, plus je vais avoir des moments qui vont diminuer. Et le contraire aussi, plus le kz diminue, je vais avoir des moments qui sont grands. Donc, faut quand même pas trop abuser et mettre une valeur qui est très sécuritaire, parce que je vais avoir des moments qui sont beaucoup plus grands que la réalité. D'accord? On avait parlé un peu donc de cette valeur-là. Et là, vous trouvez qu'il y a le soulèvement. Et là, on a trois options. Donc, c'est un peu avancé là, mais je vais quand même un peu donc vous initier à ça. Normalement, lorsque vous avez donc une contrainte sur le sol, le sol ne travaille pas quand même à la traction. Donc, si vous avez un soulèvement dans le sens plus, positif, on doit venir dire que voilà, si j'ai ça, je considère plus que j'ai une raideur du sol. D'accord? C'est ça, en fait, la signification de cette option qui est là. C'est juste ça. Il faudra juste faire attention que des fois, en traction, on ne veut pas quand même avoir un ressort qui travaille dans les deux sens. Je veux qu'il travaille uniquement dans le sens de la compression. Ça veut dire que le sol, il travaille en compression uniquement. Et s'il y a un uplift ou bien un soulèvement dans le sens plus, donc UZ+, alors là, on lui dit que voilà, ne considère rien en termes de ressort pour le comportement de cette dalle-là qui est en fait notre radier. Voilà. On avait dit ici pour les élasticités tangentes que c'est compliqué, donc normalement on les laisse à 0. Et voilà, c'est tout. Maintenant, si on continue, donc je vais cliquer sur fermer. Et je vais donc cliquer sur fermer ici. Si on regarde maintenant l'autre propriété, donc rappelez-vous le matériau ici, on avait dit que on peut pas le changer parce qu'il est déjà défini au niveau donc du choix qu'on fait ici. Donc si on change ici, ça va se changer directement ici aussi. C'est pour cela qu'on ne peut pas le changer. D'accord? Et puis là, on avait défini plusieurs types de dalles ou des murs aussi. Donc voilà, si je me mets dans cette dalle comme ça, je peux venir choisir maintenant le type de ferraillage. Donc, quand je dis type de ferraillage, ou bien c'est plutôt une librairie de ferraillage. Donc, vous voyez, si je clique ici, vous allez avoir une librairie en fait de ferraillage. Je vous conseille quand même de ne pas choisir une librairie qui est déjà mise par défaut, parce qu'on ne sait pas au juste qu'est-ce qui se passe là-dedans. Donc, je vous conseille de cliquer sur les trois points qui sont là. Voilà.
et puis de créer par vous-même, au niveau du premier bouton qui est général, le nom qui va être applicable, donc votre propre librairie de ferrillage qui va être applicable pour vos dalles. Par exemple, là, je vais nommer dalle ferrillage. Voilà. Et voilà, je vais quand même nommer ma propre librairie. Et puis là, je vais venir choisir calcul du ferraillage des coques. Donc, les types. Vous savez qu'il y a plusieurs, on avait déjà parlé de ça. Donc, coque, ça veut dire shell en anglais. On avait dit que on peut avoir une plaque qui est soumise uniquement à une flexion simple. Ça veut dire qu'on calcule uniquement, qu'on considère uniquement les moments MX, MY de cette dalle-là. On peut avoir une plaque qui travaille uniquement dans le côté, donc dans le sens membranaire. Ça veut dire elle reprend uniquement des efforts dans son plan. Ça veut dire que c'est une plaque qui subit de la compression de traction uniquement. Et évidemment, on a dit aussi qu'on trouve ce qu'on appelle une coque. Ça veut dire que c'est une plaque qui est soumise en même temps à la flexion et à la compression et la traction. Ça veut dire que c'est une plaque qui est membranaire et aussi flexionnelle, les deux en même temps. Quand est-ce qu'on trouve ce cas-là? Donc ce cas-là, c'est par exemple un mur au sous-sol qui est soumis à la poussée des terres et en même temps à la charge qui provient des étages. Ce cas-là, flexion simple, ce sont les cas des dalles des planchers normales. Et puis ce cas-là, compression de traction, sont les cas des murs refonds, par exemple. D'accord? Vous allez me dire, oui, alors vaut mieux considérer le cas le plus donc complexe, entre guillemets, qui est le premier, pour être du côté de la sécurité. Donc évidemment, dans ce cas-là, robot va considérer les efforts normaux plus les moments. Donc NX, NY, plus MY et MX, les quatre. Ici, il va considérer MY et MX, et ici, il va considérer les efforts, N seulement, les efforts normaux. Donc le fait de venir considérer le premier cas pour dire qu'on est dans la partie sécuritaire n'est pas tout à fait correct parce que rappelez-vous que là on est dans un modèle élément fini et que si je suis dans un modèle élément fini, je peux avoir un maillage qui va se faire entre dalles et poteaux, entre dalles et refond, etc. Et que des fois on obtient donc suite au calcul élément fini des efforts parasites qui vont en fait aboutir à un ferraillage qui est inexplicable vis-à-vis du client. Si on veut reporter tout ce qu'on a eu au client, on peut pas quand même justifier des fois des efforts qui vont naître, surtout aux emplacements donc entre dalles et poteaux, qui vont aboutir à un ferraillage qui est inexplicable et qui n'a pas de sens. Donc c'est la raison pour laquelle je vous conseille toujours de choisir le bon choix, parce que le bon choix va aboutir à un calcul qui est plus sain, et par conséquent, si un calcul qui est plus sain, les choses vont être plus claires et bien faites. Donc par exemple, si vous avez une dalle, vous avez intérêt à choisir flexion simple. Si vous avez un refend, vous avez intérêt à choisir compression traction. Si vous avez un mur sous-sol, vous choisissez la première option. D'accord? Donc voilà pour le type du ferraillage, pour bien comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et puis après, vous avez ici la direction du ferraillage principal. Donc quand ils disent ici dans robot direction du ferraillage principal, ça veut pas dire, donc c'est quoi par principal? Ça veut dire principalement pour eux, c'est la direction X, tout simplement. D'accord? Je vais expliquer. Normalement, dans le calcul, vous allez avoir un ferraillage AX plus, AX moins, AY moins et AY plus. Donc, ce sont en fait les ferraillages dans le sens X supérieur pour le plus, dans le sens X inférieur, dans le sens Y inférieur, dans le sens Y supérieur. C'est ce qu'on va avoir en termes de résultats de ferraillage pour une dalle. La question qui se pose, c'est quoi le X et c'est quoi le Y? Parce que rappelez-vous que nous, on a le repère global, qui est en fait le X, et donc on peut avoir ici un Y si je regarde en plan, et que j'ai une dalle. Donc, voilà, j'ai une dalle comme ça. Imaginons que j'ai des poteaux qui sont orientés comme ça. Donc, je peux venir dire, moi, que voilà, ça c'est le sens X. Donc, voilà, je vais mettre des armatures comme ça. C'est le vert. Et le sens Y, c'est l'orange, par exemple. Donc, c'est pas faux. Ok, très bien. Mais qui m'empêche de dire que, voilà, ça c'est le sens X. Et ça, c'est le sens Y. Donc, vous voyez, il y a une multitude de choix de X.
parce que le X qui est représenté ici et le Y qui est représenté ici, ce sont les axes locaux. Donc, c'est le repère local de ma dalle. Et comment il est défini? On peut avoir vraiment une multitude, des milliers d'orientations de repères. Donc, c'est pas évident. Donc, normalement, on a intérêt à choisir les directions principales. Dans ce cas-là, c'est évident que les directions principales sont dans ce sens et l'autre dans l'autre sens. Mais si vous avez une dalle qui est complexe, une dalle qui n'est pas régulière, c'est pas évident quand même. Donc, il va falloir préciser à robot quel est le sens principal de ferraillage. Si vous regardez les options, on a en fait un sens automatique. Ça veut dire que dans ce sens-là, il va quand même aller automatiquement lui repérer les mots principaux. Tout simplement, pourquoi il nous demande donc l'orientation et la direction? Parce que pour lui, si on se précise la direction X seulement, c'est ça en fait, la direction du ferrage principal, automatiquement il va savoir que la direction Y lui est perpendiculaire. Automatiquement, il va venir tourner le tout de sorte à avoir le Y qui est perpendiculaire au X. D'accord? Donc je peux venir dire de faire automatiquement. Donc ce qui va quand même créer un petit peu de problème parce que si on se base par exemple sur le repère local de la dalle, c'est pas évident parce que le repère de la dalle, le repère local de la dalle, il se pose d'une manière qui est vraiment complètement aléatoire. C'est pas que moi je peux venir lui dire que voilà, pour cette dalle-là, je veux que le X soit là et puis dans l'autre, le X soit dans l'autre côté. Par exemple, pour cette dalle qui est là, je peux avoir le X orienté comme ça. Pour l'autre, la dalle qui est là, le X orienté comme ça. Donc, c'est pas évident. Donc, je vous conseille de ne pas adopter quand même le choix automatique. Si on demande suivant l'axe X, X dans ce cas-là, c'est le X du repère global. Donc, c'est intéressant parce que si j'ai une orientation de ma dalle qui est faite selon donc le repère local de ma dalle et conforme avec le repère global de la structure entière, ça tombe très très bien. Donc, je peux venir lui imposer ici une direction selon l'axe X du repère global, ou bien Y, ou bien l'axe Z. Et puis là, vous avez manuellement par 2 points. Ça veut dire quoi? Si je vous donne une dalle qui ressemble à ça, donc une dalle qui ressemble à ça. Donc vous avez ici une dalle comme ça, et puis donc je vais continuer avec la même couleur, une dalle comme ça qui continue. Et vous avez des poteaux un peu partout. Voilà. Voilà. Et que, comment faire ici pour déterminer les axes de ma dalle? Tout en sachant que ce sont les axes ici, sont les axes du repère global. Comment on peut faire dans ce cas-là? Alors, dans ce cas-là, je vous conseille de venir modéliser 2 dalles. Donc, ne pas faire juste un seul contour. Donc, 2 dalles, dalle 1 et dalle 2. Et pour cette dalle 1, vous venez dire que, ok, très bien, ce sens-là, c'est le sens X qui est conforme à la direction X du repère global. Et pour l'autre dalle, c'est ce sens X qui m'intéresse. Et ce sens X, ça va être un repère qui va être tourné d'un angle alpha que je vais devoir préciser. Automatiquement, encore une fois, le robot va savoir que c'est l'axe Y, il va être perpendiculaire. D'accord? Donc, vous n'avez pas de souci. Ce qu'on est en train de faire ici, c'est de préciser quel est l'axe X local de votre dalle. Dans ce cas-là, l'axe X local de votre dalle, il est confondu ou bien il est parallèle à l'axe X global qui est là. Dans ce cas-là, à l'axe Y global, dans ce cas-là, l'axe Z global. Et là, manuellement, quand je dis manuellement, ça veut dire que si je choisis manuellement ici, vous devez aller choisir les coordonnées du point 1 et les coordonnées du point 2. C'est quoi en fait les coordonnées du point 1 et du point 2? Ce sont en fait les 2 points qui vont relier l'orientation de l'axe X qui n'est pas confondu, qui n'est pas parallèle à l'une des 3 directions qu'on a dans un repère global. Et donc, par exemple, dans mon cas là, je vais devoir dire à robot, le premier point, par exemple, je le situe, je le mets ici, et le deuxième point, je le mets ici, de sorte à quand même savoir que, voilà, la direction voulue pour cette dalle-là, elle est orientée comme ça, moi je la pose manuellement, et qu'il va savoir que, par conséquent, la direction Y va lui être perpendiculaire. Donc, vous faites ça particulièrement pour les dalles où vous n'avez pas une direction qui est conforme à une des directions du repère global. D'accord? Et comme ça, le robot va savoir que vous avez le X qui est orienté comme vous le voulez, et puis le Y qui va lui être perpendiculaire. D'accord? Donc, toujours, il faudra avoir une idée de l'orientation des armatures, parce que, évidemment, si vous n'êtes pas intéressé à faire le ferraillage avec robot,
pouvez ne pas s'attarder sur ça. Mais si vous êtes intéressé, il faudra bien préciser l'orientation du ferraillage, que ce soit donc selon l'axe X global de la dalle ou non. Donc c'est à vous de voir. Si on regarde un peu le cas qu'on a nous ici, donc je vais me mettre au niveau de la vue en haut. Voilà, comme ça. Donc attendez, là je me suis mise au niveau. Donc je vais mettre en 3D, comme ça, voilà. Et puis si je regarde ici mon plan, vous voyez bien que le quadrillage de mon plan, il est conforme un peu aux directions X et Y. Donc dans ce cas-là, c'est fini, je choisis la deuxième option. Si j'avais ici une dalle qui est orientée comme ça, j'aurais dû par exemple me mettre ici et choisir par exemple une orientation de là à là. Et vous voyez comment les points vont être introduits ici. D'accord? Pour préciser l'orientation de X, si jamais je la connais, je peux venir la modéliser, bien la dessiner sur le plan ou bien sur mon modèle directement. D'accord? Donc, voilà en fait pour l'orientation ou bien direction du ferrage principal. C'est tout simplement, eux ils se sont trompés, ils n'ont pas encore modifié ça. Mais quand on dit direction du ferrage principal, vous pouvez enlever ce titre-là et mettre à sa place, c'est en fait la direction du X de ferraillage. Ça veut dire l'orientation de l'axe X local de votre ferraillage et l'axe Y va lui être perpendiculaire. Je peux choisir que l'axe X soit parallèle à l'axe grand X du repère global, qui est en fait notre cas ici. Je peux le choisir parallèle à l'axe grand Y, qui est en fait l'axe qui est là. Je peux choisir l'axe Z et je peux le faire manuellement. Donc par 2 points, ce que je trouve très pratique dans le cas où vous avez vraiment une dalle qui est régulière, une dalle, disons, de 500-400 mètres carrés, vous avez vraiment des formes qui ne sont pas régulières. Je vous conseille, dans ce cas-là, de venir donc diviser votre dalle en plusieurs panneaux, ne pas modéliser un seul contour pour toutes les dalles, et que pour chaque dalle, vous venez préciser le nom donc du type de ferraillage, de la durée de ferraillage, en se basant sur une direction qui est mise manuellement par 2 points que vous précisez directement sur le modèle. D'accord? Donc voilà pour l'option générale. Et vous remarquez ici que tout se passe selon le recode 2. On précise ici les paramètres du ferraillage qu'on a envie d'avoir pour le nom qu'on est en train de présenter ici. Donc je vais mettre ici suivant l'axe X. Et d'ailleurs, vous voyez bien en bas qu'il y a une petite description de ce que signifie chaque option. Vous voyez ici, par exemple, la direction du ferraillage principal est parallèle à la direction sélectionnée du repère global de la structure. Là aussi, et là aussi. Et là, la direction du ferraillage est définie conformément au repère local déterminé par l'utilisateur. Et évidemment, on avait dit ici que c'est pas évident parce que vous avez des dalles qui vont se créer avec des repères locaux qui sont complètement aléatoires et ce n'est pas à l'utilisateur quand même de pouvoir gérer ces choses-là. Je peux avoir pour cette dalle-là un repère local orienté avec son X comme ça, horizontal, alors que pour cette dalle-là, ça va être un X qui est vers le bas. Donc, c'est pas évident. Je vous conseille d'avoir les choses bien consistantes en choisissant ou bien en déterminant une orientation suivant l'axe global si c'est faisable, ou bien de la faire manuellement par vous-même au niveau de 2 points, si vous souhaitez encore une fois faire le ferraillage avec robot.